Alors, qu'est-ce qui fait que Duncan est devenu un véritable chevalier au cours de ce jugement des 7 ? Il y a 2 étapes essentielles, du moins il me semble, mais j'y reviendrai au cours de cette analyse du 5e et avant-dernier épisode de A Knight of the Seven Kingdoms, un épisode qui fait des choix de réalisation forts et qu'on va discuter en détail. En effet, l'épisode est à la fois extrêmement fidèle à l'esprit de la nouvelle, quand ce n'est pas directement à sa lettre. Néanmoins, on a une digression qui comporte son lot d'inventions, une digression pensée pour mieux nous plonger dans ce que la nouvelle couvre en quelques phrases à peine quant au passé de Dunk. Pour juger par vous-même de cette fidélité et de cette différence, le mieux reste de lire les chroniques du Chevalier Errant, voire de les écouter dans les transports en commun ou encore en faisant du ménage, du sport, ou je ne sais quoi. Pour ce faire, je vous invite à bénéficier de 45 jours d'essai gratuit de Nextory. Vous y trouverez la nouvelle, mais aussi le Trône de Fer, des grands noms de la fantasy ou encore de la SF, sans parler des autres genres littéraires, bien sûr, puisque Nextory propose des livres audio, des livres numériques, mais aussi de la BD et de la presse. C'est seulement en passant par le lien en description et en commentaire épinglé que vous aurez 45 jours gratuits, tout en soutenant la chaîne au passage. L'ouverture de l'épisode nous montre le camp de Duncan avec une vue qu'on appelle parfois l'œil divin au cinéma, une présence omnisciente. On y découvre Baelor au centre de ses 6 compagnons d'armes, alors qu'il leur dispense des conseils en prenant naturellement le rôle de meneur. Et oui, rappelons-nous que le jugement des 7 est investi d'un pouvoir sacré selon la tradition des Andals et de leur dieu à 7 visages. Il n'est sans doute pas anodin que l'œil divin se penche ici sur le camp de l'accusé dès les premières images de l'épisode, mais pas sur celui de l'accusateur. Alors je ne sais pas pourquoi la série a décidé de laisser de côté, d'oublier le conseil le plus précis et tactique que donne Baelor dans la nouvelle. En effet, dans le texte, il convainc les chevaliers de son camp d'utiliser des lances de tournoi pour avoir l'avantage d'allonge sur les lances de guerre utilisées par le camp adverse. Les lances de guerre sont bien plus mortelles et faites pour transpercer les armures, mais elles sont plus lourdes, ce qui permet aux lances de joute d'avoir au moins un pied de longueur de plus et donc bien sûr de toucher l'adversaire avant d'être touché lors d'une charge. Peut-être que la série laisse de côté ce choix car son efficacité est loin d'être démontrée quand on apprend par la suite que les 2 Sir Humphrey se font tuer dès la première charge. Les 2 combattants les moins aguerris sont clairement Sir Raymond Fossavoie et Sir Duncan le Grand qui vomissent de trouille, tout comme Peter Claffey a lui-même vomi alors qu'il s'apprêtait à essayer les costumes de son personnage, du propre aveu de l'interprète de Duncan. Il est amusant que Sir Humphrey Harding traite Raymond et Duncan de Green Boys, de verts, mais c'est un point à développer dans les spoilers en fin de vidéo, même si c'est un tout petit spoiler. Ensuite, l'autre Sir Humphrey, celui des Essaims, nous permet d'admirer sa moustache rousse tout en s'inquiétant des membres de la garde royale. L'avantage de Baelor Targaryen est ici évident, sachant que les membres de la garde ont juré de protéger tous les membres de la famille royale. Robin Riesling s'inquiète du caractère honorable de la tactique, et puisque Baelor en appelle aux dieux à ce sujet, on dirait bien qu'on a la réponse en fin d'épisode si on décide de croire en leur intervention. Autre ajout notable de la série, l'intervention de Lionel Baratheon qui semble venir comme un cheveu sur la soupe et critiquer Baelor sans raison apparente en le dépeignant comme le petit chouchou de sa maman. Cette intervention a 3 implications néanmoins. La première consiste à sous-entendre que Maekar pourrait se battre avec plus de férocité, ce dont on constatera le résultat tragique en fin d'épisode. La seconde implication concerne sans doute Duncan lui-même qui va évoquer l'absence de sa mère dans le flashback et qui a appris la férocité à la dure, ce dont Aerion fera l'expérience en version 4DX. Enfin, la troisième relève de l'état d'esprit de Lionel et surtout de spoiler pour bien plus loin dans l'histoire de cette époque, et ce sera donc traité en fin de vidéo. Sir Duncan fait de son mieux pour rassurer Egg avec la référence à leur échange au sujet des chiens lors de leur arrivée au tournoi, mais on sent bien que le cœur n'y est pas. Il faut bien se rendre compte que Duncan semble a priori n'avoir jamais combattu à la guerre, même si la série le vieillit par rapport au livre, ce sur quoi je reviendrai avec le flashback. Le jeune Septon demande que les 7 examinent les cœurs des combattants, que le guerrier donne la victoire à l'innocent et enfin que la mort soutienne la vie. Concrètement, tout cela sera exaucé, puisque Duncan aura sa victoire et la vie sauve, mais au prix de celle de Baelor, sans oublier les 2 Sir Humphrey. Le seul passage éclair par le camp des accusateurs servira à souligner la peur que ressent Daeron, qui a annoncé à Duncan son intention de faire le mort aussi vite que possible. Seulement voilà, Duncan n'aura même pas le temps de lui donner le moindre coup sur la tête. Une des thématiques périphériques de l'épisode correspond au besoin qu'a Duncan a priori d'une personne pour le pousser à agir. C'est d'abord le cas de Rafe, à Cupucier, puis ensuite de l'œuf.
C'est illustré de manière très littérale quand les cris d'Aegon et l'entraînement de Tonnerre décident de Destrier à se lancer en avant alors que Duncan restait pétrifié sur place. La décision de nous montrer le début du combat au travers la visière du casque de Duncan va bien évidemment mettre le spectateur dans une vision à la première personne, digne d'un jeu vidéo par exemple, mais c'est surtout une manière d'affirmer le choix artistique consistant à limiter la perception de ce jugement à la seule de Duncan ou presque. C'est là un choix très fidèle à la nouvelle, et c'est un choix clairement posé comme la priorité qui avait été donnée au réalisateur de l'épisode par le showrunner. C'est aussi un choix discutable bien évidemment, car ce qu'on va gagner en immersion et en intensité des sensations de Duncan, on va le perdre en lisibilité de l'action et en potentielle exploration d'autres combats importants et décisifs. La version proposée par l'épisode fonctionne très bien, mais je dois avouer avoir ressenti une petite part de frustration de ne pas profiter de cette adaptation pour suivre plus directement les combats et la mort d'autres participants à un événement aussi rare qu'un jugement des 7. Vous me direz aussi en commentaire si votre préférence va à ce choix de tout centrer sur Duncan ou si vous auriez préféré quelques détours vers d'autres affrontements. Il va de soi que Duncan n'est absolument pas de taille face à Aerion dans une joute. Il se retrouve avec une tête de lance dans le flanc, ce qui n'est pas la meilleure façon de commencer un combat de prime abord. Un coup de fléau d'arme dans le home renvoie Duncan vers ses souvenirs et ainsi se lance le premier long flashback de la série en plein combat, frustrant de prime abord certes, mais pour un payoff, une récompense qui sera amplement à la hauteur. Duncan était donc détrousseur de cadavres à l'époque de la bataille d'Herbe Rouge, que j'ai déjà évoquée lors de précédentes vidéos, puisque c'est celle qui a mis fin à la première rébellion Feu Noir avec la mort de Daemon, bataille dans laquelle Baelor et Maekar ont joué des rôles majeurs et pour laquelle on les surnomma le marteau et l'enclume, même si en fin d'épisode les rôles se seront manifestement inversés. L'homme dont la monture se voit débarrassée de ses fers par Duncan est a priori membre de la maison Frey. En effet, on distingue une tour sur sa cote matelassée, mais une tour qu'on devine reliée à une autre par un pont, donc plutôt un Frey qu'un Hightower. Le réflexe de Dunk est alors de mettre fin aux souffrances de l'homme, par peur plus que par compassion, du moins j'ai l'impression. Rafe y voit de son côté une opportunité pécuniaire, mais surtout on note que lorsque l'homme finit par succomber, Dunk ne connaît aucun des mots à prononcer, ce qui fait écho bien sûr à la première scène de la série, lorsqu'il enterre Arlan de l'arbre sous. Cet échange montre aussi que Rafe se préoccupe du devenir de l'homme par-delà la mort, tout en soulignant qu'elle ne peut imaginer un autre enfer, un pire enfer que celui de son quotidien à Cupucier. Sur le chemin du retour, entre la bataille et Port-Réal, Rafe et Dunk évitent le passage d'un corps qui est transporté avec un bouclier aux armoiries de la maison Castelfoyer. Dans le livre, l'héraldique est un mouton qui tient un calice, mais ici, le mouton ou l'agneau est à l'intérieur du calice. J'avoue ne pas savoir pourquoi cette famille en particulier est ici représentée, avec ce mort qui n'a pas a priori de rapport avec Ser Arlan, qui a perdu son neveu et écuyer lors de la bataille. On se souvient toutefois qu'un des fils de la maison Sandreguet chargeait un chevalier de la maison Castelfoyer, plus tôt dans la saison, et que l'écu du chevalier en question portait cette même version de l'agneau dans le calice. Quoi qu'il en soit, dans la cour des miracles de Cupucier, Rafe et Dunk sont menacés par un ancien manteau d'or. De toute évidence, il a été renvoyé de la garde de la ville après qu'on lui a coupé la main gauche pour vol. On devine aisément que le duo aura de nouveau maille à partir avec l'ignoble individu. Ensuite, quand Rafe invite Dunk à sortir de là pour se trouver une famille, c'est un peu ce qu'il fera ensuite avec Arlan puis avec Egg. Le plan de Rafe consiste donc à traverser le détroit pour rejoindre les cités libres en quête d'une vie meilleure, un rêve qu'on retrouve le lendemain avec le soleil qu'on devine au-delà des toits de ruelles étroites et étouffantes. Tout s'effondre bien sûr avec l'assassinat de Rafe qui va causer la rage de Dunk, et puis on assiste à l'irruption inespérée de Ser Arlan complètement saoul, mais encore assez efficace pour tuer les deux anciens gardes de la ville. On peut supposer que le traumatisme de la mort de Rafe participe à la violence de la réaction de Duncan quand il découvre Aerion qui s'en prend à Tansel. La manière dont Dunk guérit en dépit d'un environnement sanitaire des plus discutables et d'un manque de soins criant en dit long sur sa constitution de cheval, de bœuf, comme vous voulez, qu'il mettra à profit dès son réveil en encaissant une série de blessures impressionnantes, même si sa cotte de maille fait aussi son office, heureusement. Quand Dunk se met à suivre Ser Arlan, au moment de le voir retrouver ses chevaux, on distingue un homme qui ramasse des cendres avec une pelle, et on peut clairement supposer qu'il s'agit des cendres
du neveu et ancien écuyer de Ser Harlan, dont ce dernier tente d'apaiser la brûlure du deuil en la noyant d'alcool. On remarque que Ser Harlan chante en dothraki, ce qui implique qu'il a bourlingué sur Essos, bien entendu, un peu à l'image de Jorah Mormont, du moins dans une certaine mesure, puisque lui était exilé pour pratique de la traite d'êtres humains. Ser Harlan s'éveille après s'être blessé dans son sommeil avec son propre couteau, c'est peu glorieux, et c'est à peu de choses près là où la lance a touché Duncan. Le chevalier errant finit par se préoccuper de ce gamin qui le suit depuis des jours et qui s'est mis dans un sale état en buvant de l'eau stagnante. Clairement, la série vieillit ici Duncan puisqu'il pourrait avoir entre 8 et 10 ans de plus que dans la nouvelle, dans laquelle il n'a que 4 ans au moment de la bataille du champ d'herbe rouge et 17 seulement lors du tournoi de Sandreguet. Alors que Duncan répond à l'appel de Ser Harlan et se relève, il se prend un coup de fléau d'Aerion, puis un autre de la masse d'armes de Maekar. Ce dernier est ensuite désarçonné par son frère Baelor qui utilise une lance comme fantassin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le casque de crâne d'acier aura plus que fait ses preuves au cours de ce jugement des 7, notamment lors de la tentative de frappe au travers de la fente. Je ne vais pas vous refaire chaque attaque, chaque blessure du combat qui s'ensuit, mais on note que juste après que Duncan empêche Aerion de passer sa dague sous son casque, en interposant sa paume, ça fait mal, c'est Ser Raymoun Fossavoix qui vient frapper Aerion en passant à cheval et donc aider Duncan à s'extraire in extremis de cette position plus que délicate. Après avoir encaissé encore plusieurs blessures, Ser Duncan parvient à coller une monumentale tarte au métal dans la tronche d'Aerion, ce qui lui vaut l'encouragement de la prostituée rousse, la seule à le soutenir dans les gradins, avec Aegon, sachant que le seigneur Dondarion n'apprécie pas la démonstration de sa courtisane. La blessure que Duncan va infliger à Aerion dans l'aine pourrait bien être une sorte de revanche suite à ce qu'avait raconté Egg, à savoir la menace de son grand frère de lui couper les parties. Voyant son fils blessé, Maekar met Baelor à terre, puis tue le destrier de Lionel Baratheon avec une lance. Et il faut les deux combattants pour empêcher le père d'Aerion d'aller plus loin, alors même qu'il est convaincu que Duncan va achever son fils. Pour la suite, c'est la détermination, le menton et la rue d'un côté, contre l'art du combat de l'autre. C'est presque le scénario de Rocky 1, sauf qu'ici Duncan va finir par l'emporter, avec le soutien du public en prime, et surtout ce hurlement d'Aegon qui empêche l'annonce de sa défaite et l'aide à se relever pour de bon. La force, la masse, l'endurance de Duncan font le reste. Malheureusement, la reddition d'Aerion n'est d'abord qu'un murmure et on devine, quand Duncan regarde autour de lui, le coup de masse fatidique de Maekar contre l'arrière du haume de son frère, alors qu'il se bat à la fois contre Lionel et lui. Il faut louer le mixage sonore de l'épisode qui nous plonge au moins autant dans la perspective de Ser Duncan que les images, puisque les sons étouffés font suite aux multiples coups reçus à la tête, sans parler de la course de son propre sang dans ses oreilles. J'en profite aussi pour souligner à quel point la musique est réussie, et ce sans Ramin Djawadi, Ramin Djawadi qui est le compositeur officiel très reconnu de Game of Thrones, de House of the Dragon, qui est absolument excellent, mais le travail qui a été accompli par celui qui le remplace ici, et dont le nom m'échappe mais qu'on va afficher à l'écran en ce moment, est vraiment remarquable. Tout ce formidable affrontement est une énorme réussite qui m'a rappelé l'incroyable combat qui vient clore le film Le Dernier Duel de Ridley Scott. Alors oui, Duncan subit quantité de blessures, peut-être un peu trop, mais pourquoi pas en rajouter pour rendre le tout plus dur et impressionnant à l'écran. Un minuscule bémol avec le lancer d'épée d'Aerion qui n'a aucun sens et qui ne devrait clairement pas se planter dans la jambe de Duncan, mais dans l'ensemble, quel moment d'anthologie. Duncan est retenu de justesse par Crâne d'Acier et Ser Raymoun, qui a fait honneur au nom de la maison Fossavoix, contrairement à son cousin Stephen, qu'on a pu le deviner mettre à terre d'ailleurs aux alentours de la fin du combat de Duncan. Baelor va sauver la vie de Duncan pour la deuxième, voire la troisième fois, puisqu'il a retenu Maekar, en indiquant qu'il faut du vin et non pas de l'huile sur sa blessure. J'en reviens comme premier à la question soulevée en introduction de la vidéo: à quel moment Ser Duncan devient-il un chevalier pour de bon? Eh bien c'est d'abord lorsqu'il reprend suffisamment ses esprits pour décider d'épargner Aerion Targaryen, et c'est ensuite quand il s'agenouille face à Baelor et se déclare comme son homme. Baelor lui répond qu'il a besoin d'hommes bons et va enchaîner pour dire que c'est aussi le cas du royaume, mais c'est alors justement que le royaume va perdre le grand monarque qui lui était promis. C'est alors que le dragon immense va s'effondrer sur le champ du jugement, comme dans le rêve prophétique de Daeron. Ce moment terrible se déroule exactement comme dans la nouvelle. On comprend qu'il va mourir lorsqu'il parle à Ser Raymoun de sa visière fendue, alors qu'il n'en porte pas. Pour rappel, cette armure est celle de son fils, Valar, et on peut se demander si son mauvais ajustement a pu jouer dans cette triste entourloupe du destin qui échange un Baelor contre un Duncan. Seulement voilà, peut-être Ser Duncan était-il justement nécessaire à un déroulement d'ensemble plus favorable. La supplique de Duncan à Baelor de se relever reste lettre morte,
mais que de vie et de douleur authentique dans le jeu de Peter Claffey dans cet instant. Faut-il voir en Baylor un parallèle au destin de Ned Stark? Disons que oui, d'une certaine manière, la décision d'un comportement honorable n'est pas toujours récompensée dans un monde aussi cruel que le nôtre ou celui du trône de fer. Car oui, le choix de Baylor était intimement et éminemment honorable. On m'a demandé en commentaire si j'estimais qu'il était aussi motivé par la politique, en s'assurant que la famille Targaryen se retrouve, quoi qu'il en soit, du côté gagnant du jugement, mais je ne pense pas qu'un tel calcul ait véritablement pu entrer en compte dans son choix. Et oui, si Baylor avait survécu, la situation avec Maekar aurait été très tendue, et cette division aurait pu aboutir à une catastrophe bien plus grande que la mort d'un pauvre chevalier errant lors d'un jugement des Sept. Baylor avait, je crois, bien plus à perdre politiquement en s'engageant pour Duncan qu'en ne faisant rien du tout. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, du moins à mes yeux, on a ici l'un des grands épisodes de l'épopée du Trône de Fer, et même si j'en aurais voulu encore plus, avec plus de combats et un épisode plus long, je pense que les créateurs ont optimisé ce qu'ils pouvaient et voulaient faire avec le budget disponible, qu'on sait nettement moindre que ceux des épisodes de Game of Thrones ou House of the Dragon, bien entendu. Je reviens toutefois sur une phrase qui manquait dans l'épisode 4 et qui a été commentée depuis par le showrunner, Ira Parker. En effet, dans la nouvelle, le peuple acclame Ser Duncan avant même le début du jugement et il se demande pourquoi. C'est Crâne d'Acier qui répond alors que c'est parce qu'ils reconnaissent un chevalier qui n'a pas oublié ses vœux. Cette phrase très forte, au cœur même du message de la nouvelle, aurait pu apparaître dans certaines versions du script, mais Ira Parker endosse la responsabilité de l'avoir finalement laissé de côté, voire oublié, ce qui me semble un peu étonnant avec le travail de revisionnage ensuite, mais c'est ainsi. Je vous rappelle que les aventures de Dunk et Love vous attendent en livre audio sur Nextory avec un essai gratuit de 45 jours en passant par le lien en description et en commentaire épinglé. Chacun d'entre vous qui n'a pas encore profité de l'offre peut au passage soutenir mon travail par ce geste tout en profitant de nombreux livres magnifiques dont je donnerai des exemples dans le commentaire épinglé en question. J'en viens maintenant à la partie spoiler livre et je commence très léger avec la question des armoiries de Raymun Fossauvois. En effet, dans la nouvelle, Raymun modifie la couleur de la pomme Fossauvois avant le jugement des Sept en arborant une pomme verte contre la rouge de son cousin Stephen. Et clairement, ce n'est pas encore arrivé dans la série, mais il semble encore très possible de le voir dans le dernier épisode. C'est évidemment la raison pour laquelle il était amusant de voir Sir Harding le traiter de Green Boy en VO. Comme promis, je reviens aussi sur l'intervention de Lionel Baratheon au sujet des fils favoris ou mal aimés de leur mère. On peut éventuellement y voir un dernier indice du dédain, voire de la haine latente que le Seigneur d'Accalmie nourrirait envers les Targaryens, ce qui, on le sait, se traduira bien plus tard par une rébellion ouverte. Une rébellion qui amènera un affrontement entre Ser Duncan et Lionel Baratheon, le Rage-Moqueur. Enfin, pour terminer sur un spoiler énorme cette fois, vous avez peut-être entendu parler de la gaffe de l'interprète du jeune Aegon qui aurait lâché une information inédite quant au destin de Ser Duncan le Grand. Attention, il s'agit ici d'un spoiler potentiel, même pour celles et ceux parmi vous qui ont lu les livres, donc je vous laisse un peu de temps si vous préférez vous en préserver. C'est bon, vous êtes prêts pour le gros spoiler? Donc Dexter Sol Hansel était filmé avec Peter Claffey et il évoque la survie de Ser Duncan à l'incendie de l'Estival, là où il est généralement admis que Duncan et Aegon sont morts tous les deux. Si Duncan a bel et bien survécu, cela ouvre des perspectives inattendues quant au véritable destin du chevalier de la garde royale, qui aurait alors choisi de disparaître. Certains l'imaginent déjà ayant pris le noir de la garde de nuit et finir sous les traits de l'énigmatique main froide que Samuel Tarly rencontre au nord du mur. Dans la série, il s'agit de Benjen Stark, mais ce n'est pas si simple dans les livres. C'est loin d'être la seule hypothèse possible, d'autant que la taille de main froide n'est pas vraiment soulignée dans le livre, alors qu'on sait que Duncan faisait pas loin de 2,10 m, même qu'il avait un petit peu rapetissé, on verrait que c'est un gros bonhomme. Je vous laisse méditer sur la question et sur l'idée saugrenue de confier des secrets de cet univers à un enfant de 11 ans, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!